De nombreux aéroports ont des moquettes dans leur zone d'embarquement. Ce petit élément de confort s'accompagne généralement de quelques autres. Des plafonds plus bas, des sièges confortables et un éclairage naturel agréable. Tout cela coûte plus cher aux aéroports et les moquettes ne sont pas aussi faciles à nettoyer que les sols durs. Mais elles créent une sensation agréable pour les passagers qui attendent leur vol, ce qui les rend plus détendus. Pourtant, il ne s'agit pas seulement d'un geste de bonne volonté de la part des aéroports. Selon des recherches comportementales, les passagers apaisés sont 7 à 10% plus susceptibles de faire du shopping et d'acheter réellement quelque chose dans la zone duty-free. Donc en investissant dans le confort des passagers, les aéroports augmentent en fait leurs revenus. Si tu as toujours voulu savoir ce qu'il advient de ton bagage lorsque tu es à bord de l'avion, la réponse courte est que le personnel de l'aéroport ne le sait pas une fois qu'il a quitté son territoire et qu'il ne s'en soucie probablement pas. Désolé de te le dire. Les scanners lisent le code barre et trient les bagages automatiquement en fonction de leur destination. Les 3 principales tâches des bagagistes de l'aéroport sont de déplacer les sacs de la zone d'enregistrement à la porte d'embarquement, de les déplacer d'une porte à l'autre lorsque tu as une correspondance et de les déplacer de l'avion à la zone de récupération des bagages. Et c'est tout. Donc si tes bagages ne se déplacent pas assez vite, ils peuvent être en retard pour ton vol de correspondance. Ou à l'inverse, ton bagage peut arriver à ta destination avant toi parce que tu es bloqué au contrôle des passeports. Un autre problème peut survenir si tu oublies d'enlever une ancienne étiquette indiquant une destination différente. Dans ce cas, le scanner pourrait envoyer ton bagage dans le mauvais pays. La plupart des aéroports sont équipés de cuisines géantes, où sont confectionnés les plateaux repas destinés aux passagers. Ces cuisines préparent généralement des aliments pour différentes compagnies aériennes en même temps. Et comme cette nourriture d'avion si savoureuse doit être cuisinée environ 6 à 10 heures à l'avance, les cuisines fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, le menu de ton vol est élaboré jusqu'à 1 an à l'avance. C'est une pratique courante pour la plupart des compagnies aériennes, car chaque ingrédient compte et fait augmenter les dépenses. D'ailleurs, fait intéressant, une compagnie aérienne a réussi à économiser 40 000 $ après avoir retiré une seule olive de chaque salade qu'elle servait sur ses vols. Le personnel de l'aéroport demande parfois aux passagers de se frotter les mains sur un morceau de tissu avant de le mettre dans une machine spéciale. Cela peut sembler bizarre, mais c'est totalement inoffensif. Il s'agit simplement d'un contrôle de routine effectué par une machine appelée atomiseur avant que leur journée de travail ne commence. Les employés mettent des échantillons de produits chimiques dangereux dans la machine. La machine mémorise ces odeurs et au cas où les mains d'une personne exhalent ces produits chimiques, elle alerte le personnel de l'aéroport. Tu as certainement déjà vécu ce qui suit. Tu arrives au contrôle de sécurité et soudain, il s'avère que tu as quelque chose d'interdit dans ton bagage à main. Mais ne t'inquiète pas, tous les objets saisis lors de l'inspection avant le vol peuvent être conservés à l'aéroport jusqu'à 3 mois. En plus de cela, tu as la possibilité de te les faire envoyer par courrier à n'importe quelle adresse. Les objets saisis par la sécurité et qui n'ont pas été réclamés peuvent aussi être vendus lors de ventes aux enchères spéciales et sont livrés dans le monde entier. Si tu as une longue escale entre 2 vols, aller à l'hôtel le plus proche pour te reposer n'est peut-être pas l'option la plus économique. Il y a une bien meilleure astuce. Vérifie si l'aéroport ou la compagnie aérienne vend un accès 24 heures sur 24 au salon VIP. Dans la plupart des cas, tu peux y trouver des collations et des boissons gratuites et utiliser des cabines de douche et des salles de repos gratuites à un prix très abordable. Dans les aéroports à plusieurs terminaux, recherche les passages souterrains reliant les terminaux que la plupart des gens ne connaissent peut-être pas. Par exemple, à l'aéroport de Francfort en Allemagne, il y a un tunnel piétonnier entre le terminal 1 et le terminal 2 qui est surtout utilisé par les employés car les passagers ne sont tout simplement pas au courant de son existence. Il existe un terme pour les 60 minutes qui suivent la fin de l'enregistrement, l'heure d'or. C'est le moment où statistiquement, les passagers dépensent le plus d'argent dans les magasins et les zones hors taxes de l'aéroport. Et le fait de placer les sièges les plus confortables de ces zones juste en face des magasins est une autre astuce pour t'attirer à faire du shopping. Admettons-le, s'asseoir dans un fauteuil confortable tout en regardant une enseigne ou une vitrine peut être tentant et c'est exactement ce que les aéroports veulent que tu ressentes. Si ton vol est surbooké et que tu ne peux pas prendre l'avion à l'heure prévue, ne te précipite pas pour accepter le premier bon qu'on te propose en guise de compensation. Normalement, les compagnies aériennes font monter les enchères jusqu'à ce qu'elles aient suffisamment de volontaires qui renoncent à leur place. Et si elles ne le font pas et que tu as été refusé involontairement, tu peux insister pour obtenir un remboursement en espèces à la place. En fonction du prix de ton billet et de l'heure de ton retard,
tu pourrais avoir droit à un montant allant jusqu'à 1 300 €. La plupart des aéroports engagent des experts appelés profileurs. Ces personnes pratiquent ce qu'on appelle la spot, ou technique d'inspection des passagers. Par observation, ils analysent soigneusement les expressions faciales, les gestes et le comportement afin de détecter les personnes suspectes. Leur travail consiste à remarquer les signes non-verbaux d'anxiété, comme les personnes qui se mordent les lèvres, se démangent ou regardent beaucoup autour d'elles. Si un profileur remarque qu'une personne se comporte de manière étrange, il peut l'inviter à une inspection plus poussée, durant laquelle il va l'interroger pour essayer d'en savoir plus sur elle. Les profileurs travaillent à la fois dans les halls principaux et au contrôle des passeports. La question typique qu'ils posent est: quel est le but de votre visite? Il vérifie ensuite la réaction de la personne à cette question. Peu importe à quel point un passager est réservé, s'il a quelque chose à cacher, les agents le découvriront grâce aux plus petits indices dans son attitude. Si quelqu'un parvenait à ouvrir la porte d'un avion en plein vol, il serait immédiatement aspiré hors de l'appareil par le changement soudain de pression. Cela pourrait également causer de graves dommages à l'avion lui-même. Heureusement, c'est presque impossible. La porte d'un avion de ligne s'ouvre vers l'intérieur et la pression de la cabine la pousse vers l'extérieur. La différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur rend impossible l'ouverture de la porte. Il peut sembler étrange que le personnel de bord se soucie de savoir si les volets de tes hublots sont relevés ou baissés. C'est principalement pour que les yeux des passagers puissent s'adapter à la luminosité extérieure. La plupart du temps, c'est simplement pour faire en sorte que les passagers embarquent et débarquent le plus rapidement possible. Mais en cas d'urgence, il est important que les passagers n'aient pas à s'habituer à la lumière avant de pouvoir évacuer l'avion. L'autre raison pour laquelle les volets doivent demeurer ouverts lorsque l'avion est sur le point de décoller ou d'atterrir, c'est que l'équipe au sol doit être en mesure de voir s'il y a un problème à bord. Par exemple, s'il y a un incendie dans la cabine, cette équipe le remarquera immédiatement et agira au plus vite. Si les volets sont abaissés, ils risquent de ne pas voir ce qui se passe et mettront plus de temps à secourir les passagers et l'équipage. Tu as déjà remarqué les chiffres au bout de la piste de décollage? Ils sont utilisés pour que les pilotes sachent dans quelle direction se trouve leur avion. Par exemple, le chiffre 36 correspond à un cap de 360 degrés ou plein nord. En plus des chiffres, les lettres R et L indiquent si la piste la plus proche est à droite, R, ou à gauche, L. Tous les avions de ligne dans lesquels tu voyages n'ont qu'une seule aile. C'est vrai, les ailes gauche et droite sont en fait les deux parties d'une seule aile. Les premiers avions étaient appelés biplans parce qu'ils avaient deux ailes, une sur le dessus et l'autre au-dessous du fuselage. Elles étaient reliées par des entretoises et des câbles, ce qui formait une sorte de boîte qui permettait à l'engin de ne pas se désagréger dans les airs. Cela était nécessaire à cette époque où les avions volaient à des vitesses plutôt faibles. Mais lorsque les moteurs ont gagné en puissance, la deuxième aile est devenue superflue. L'aile unique sert de support à l'ensemble de la structure. En regardant par le hublot situé près de l'aile de l'avion, tu verras un petit crochet double de couleur jaune. Cela semble étrange car on penserait que ça pourrait nuire à l'aérodynamisme. Mais en fait, il est là pour ta sécurité. En cas d'atterrissage d'urgence, on utilise ces crochets pour fixer les cordes qui permettent aux passagers de sortir de l'avion par les ailes. Si ces dernières sont glissantes, la corde te sera très utile. Tu ne tomberas pas en descendant. Il existe plusieurs courants d'air extrêmement rapides dans les hauteurs de l'atmosphère de notre planète. Leurs trajectoires sont sinueuses, mais leur débit est plus ou moins constant, ce qui permet aux avions de ligne de les utiliser. Lorsqu'un avion s'approche d'un courant de jet, il peut s'adapter à sa direction et voler beaucoup plus vite, propulsé par le flux d'air. De nombreuses compagnies aériennes utilisent ces courants afin de réduire les dépenses en carburant et rendre les voyages en avion encore plus rapides. Les nuages, en particulier les nuages d'orage, peuvent indiquer qu'une zone de turbulence est en vue. Mais il arrive parfois que des turbulences se produisent dans un ciel clair. Alors l'avion descendra de quelques mètres et se mettra à trembler sans aucun avertissement. Cela se produit lorsque deux masses d'air viennent se heurter à très grande vitesse. Et c'est absolument invisible, donc les pilotes ne peuvent pas savoir quand cela va avoir lieu. Les chances de se retrouver dans une telle zone de turbulence sont plus élevées à basse altitude, au-dessus des chaînes de montagnes et près des courants de jet. Normalement, quand un avion a été frappé par la foudre, il est envoyé en inspection immédiatement après l'atterrissage, mais il terminera son vol sans aucun problème de sécurité. Le fuselage conduit assez bien l'électricité, et comme avec un paratonnerre, la foudre frappera le plus souvent l'une des extrémités de l'avion, soit l'une des ailes, soit le nez de l'appareil.
Le courant cherchera ensuite la Terre, mais ne la trouvera pas et sortira finalement par la queue. L'électricité glisse sur la surface de l'avion au lieu de pénétrer à l'intérieur. Les personnes à bord sont donc à l'abri de ces effets. Cependant, la foudre étant un phénomène puissant, il se peut que l'extérieur de l'avion soit un peu endommagé. Les aéroports font partie des endroits les plus visités et en même temps les plus mystérieux qui soient. Découvrons ce qui s'y passe en coulisses et quels sont les secrets qu'ils cachent. Certains aéroports emploient des personnes spéciales appelées profileurs. Ces personnes donnent vie à un programme appelé SPOT, Screening Passengers by Observation Technique, qui pourrait se traduire par analyse des passagers par l'observation. Ils analysent leurs gestes et leurs comportements afin de détecter les personnes suspectes. Leur travail consiste à remarquer les signes non-verbaux d'anxiété, les personnes qui se mordent les lèvres, se grattent compulsivement ou regardent beaucoup autour d'elles. Si un profileur remarque qu'une personne agit de façon inhabituelle, il peut la soumettre à une inspection au cours de laquelle il va l'interroger afin d'en savoir plus sur elle et de confirmer ou non ses soupçons. Les agents de l'aéroport peuvent aussi te surveiller tout au long de ton cheminement entre le contrôle de sécurité et ta porte d'embarquement. Certains aéroports disposent de scanners de reconnaissance faciale qui peuvent facilement te suivre à la trace. Ils sont équipés d'un logiciel spécial qui compare le visage des passagers avec leurs documents d'identité. N'oublie pas que si tu ne recharges pas ton ordinateur portable avant le vol, il peut être confisqué. Il n'est pas rare qu'un agent de sécurité te demande d'allumer ton appareil pour le vérifier. Si tu ne le fais pas, ton gadget peut être emporté pour un contrôle supplémentaire. Pour des raisons de sécurité, il est crucial de s'assurer qu'il n'a pas été trafiqué ou modifié d'une manière qui pourrait causer des dommages pendant le vol. Emporter une brosse à dents électrique dans ton bagage enregistré peut attirer des ennuis. Les brosses de certains fabricants contiennent des piles au lithium, et celles-ci peuvent entraîner de graves problèmes en vol. C'est pourquoi laisser ta brosse à dents électrique dans ton bagage enregistré n'est pas une option. Mais tu peux la mettre dans ton bagage à main. Et si elle fonctionne avec des piles standards, tu peux la mettre où tu veux. Tous ceux qui ont déjà pris l'avion connaissent la règle de l'interdiction des liquides. Mais tout le monde ne sait pas que cette règle s'applique aussi au beurre de cacahuète, au dentifrice, aux crèmes, aux lotions, au maquillage liquide, aux lampes à lave, aux boules à neige, à certains types de médicaments, aux déodorants et même aux semelles de chaussures en gel. Maintenant, intéressons-nous aux pistes d'atterrissage. Les aéroports font payer aux compagnies aériennes d'énormes redevances pour atterrir sur leurs pistes certains jours et à certaines heures. Mais le plus intéressant, c'est que ces créneaux peuvent être échangés. Par exemple, en 2016, Oman Air a payé à Air France environ 75 millions de dollars pour un créneau d'arrivée tôt le matin à l'aéroport de Londres Heathrow. Tu as d'ailleurs probablement remarqué que les prix des billets d'avion ont augmenté au cours de la dernière décennie. C'est à cause des prix extrêmement élevés des créneaux d'atterrissage. Les régulateurs de vol ne contrôlent pas seulement les avions dans le ciel, comme on le voit souvent dans les films, mais ils s'occupent aussi de leurs mouvements au sol. Ils contrôlent également l'éclairage des pistes. Il existe 3 types de contrôleurs aériens, en route, terminal et tour. Chacun de ces contrôleurs a son propre domaine de responsabilité. Un régulateur dispose d'environ 5 écrans et les informations qui y figurent changent constamment, car les écrans affichent les conditions météo et des informations sur les autres avions. Si tu te présentes au contrôle de sécurité et qu'on découvre que tu as quelque chose d'interdit dans ton bagage à main, ne t'inquiète pas, tu as encore une chance de sauver ton couteau suisse préféré. Certains aéroports disposent de services postaux et tu pourras envoyer tes affaires à l'adresse que tu veux. En revanche, les frais d'envoi sont assez élevés et certains articles sont interdits d'expédition. Les aéroports peuvent rapidement revendre ton bagage perdu. Bien sûr, tu as une chance de récupérer ta valise qui a voyagé vers une autre destination. Mais il est tout aussi probable que tu ne la revois plus jamais. Les aéroports ont le droit de vendre les objets perdus lors d'une vente aux enchères. La plupart des aéroports organisent chaque année une vente de bagages perdus. Après avoir payé un droit d'entrée, tu peux enchérir sur des appareils électroniques, des vêtements, des sacs et d'autres objets. Il se peut que tu voyages sur le même vol qu'une star, mais tu ne le sauras pas. Les grands aéroports ont des procédures d'enregistrement et de sécurité séparées pour les célébrités. Elles montent souvent à bord de l'avion directement par une porte cachée située à côté de la passerelle.
Certaines compagnies aériennes utilisent également des véhicules privés pour transférer les passagers VIP du terminal à l'avion. La plupart des passagers arrivent à l'aéroport bien à l'avance. Et l'activité la plus populaire en attendant un vol est de se promener dans la zone duty-free. Et même si les gens prévoient rarement d'y acheter quoi que ce soit, plusieurs produits finissent par se retrouver dans leur panier. C'est parce que beaucoup d'aéroports sont conçus d'une manière spéciale qui permet aux gens de se sentir détendus et à l'aise. Il y a de grandes baies vitrées, beaucoup de lumière et des fauteuils confortables. Or, statistiquement, les passagers détendus sont 10% plus enclins à dépenser de l'argent dans les magasins, les boutiques hors taxes et les cafés et restaurants. Tout le monde aime les vacances, mais décider quoi mettre dans ta valise peut être une tâche décourageante, surtout quand tu es limité par le poids et l'espace. Sans compter que tu feras probablement quelques achats de souvenirs pendant ton aventure loin de chez toi. Tu auras donc besoin d'un espace supplémentaire à ton retour pour tous ces objets. Accumuler trop de poids ou de volume peut finir par te coûter cher auprès de la compagnie aérienne si tu n'es pas correctement préparé. Mais tu peux maintenant te détendre et te concentrer sur la réservation de tes vacances. Nous nous occupons de la partie bagages avec ces conseils pratiques de voyage. Il ne fait aucun doute que tes vêtements vont occuper la majeure partie de ta valise, sachant que la plupart des compagnies aériennes autorisent un bagage pour la plupart des vols courts et jusqu'à 2 bagages pour les vols longue distance. Cela ne te laisse pas beaucoup d'espace si tu prévois d'être à la mode pendant ton escapade, surtout en hiver. Cependant, cela ne signifie pas non plus que tu doives remettre tes sous-vêtements à l'envers pour les utiliser plus d'une fois. La clé ici est d'être astucieux avec la façon dont tu ranges ta valise. Tout d'abord, tu peux réfléchir à la façon dont tu vas plier tes vêtements. La méthode la plus efficace pour faire entrer ta garde-robe dans une valise est de rouler chaque article. Pense à tes vêtements comme à ces sacs de couchage que tu emportais pour aller faire du camping. Ils semblaient toujours trop épais pour leur housse compacte, mais avec de la persévérance, tu réussissais à les enrouler suffisamment serrés pour qu'ils tiennent à l'intérieur. Tu n'as même pas besoin de forcer autant avec tes vêtements, mais le même principe s'applique ici. Commence par plier soigneusement tes chemises, tes pantalons et tout ce que tu prévois d'emballer, comme tu pourrais les trouver dans un magasin de vêtements. Puis lorsque tu les as mis dans une forme relativement rectangulaire ou carrée, roule-les bien serrés. Maintenant que tu as tes petites bûches de vêtements, commence à les emballer dans ton sac. Et voilà, tu as de l'espace supplémentaire. Voici une expérience que nous avons tous vécue en arrivant sur notre lieu de vacances. Nous laissons tomber notre valise sur le lit de l'hôpital, nous l'ouvrons pour découvrir tous nos vêtements déroulés et éparpillés comme si une tornade avait traversé notre valise. Ton bagage a fait un voyage difficile de chez toi à ta destination de vacances. Il a été traîné dans les terminaux d'aéroport, ballotté par les bagagistes et balancé d'avant en arrière pendant les turbulences en vol. Un simple article de papeterie qui n'est autre que les élastiques t'aidera à garder tes vêtements bien rangés. Maintenant que tu les as enroulés, mets quelques élastiques tout autour pour les empêcher de se déplier. Voici une astuce particulièrement utile si tu veux rouler une tenue en un seul morceau. Tu as peut-être un ensemble en jean que tu as hâte de porter lors de ton escapade. Plie tes vêtements comme précédemment, puis superpose les différents éléments de ta tenue idéale. Roule-les comme un tout, puis utilise les élastiques pour les maintenir ensemble. Tu peux prévoir tes tenues de chaque jour avant même de monter dans l'avion. Toutefois, tu préfères peut-être plier certains vêtements, surtout les chemises élégantes et les pantalons de travail. Heureusement pour toi, nous avons une astuce pour cela aussi. Au lieu de plier chaque article individuellement, étale-les tous les uns sur les autres. Commence par tes chemises et tes hauts en alternant un à l'endroit et un à l'envers et en gardant le col de tes chemises au centre. Passe ensuite aux pantalons et aux articles plus petits jusqu'à ce qu'ils soient tous disposés à plat. Essaye de garder tes pantalons au milieu. Enfin, commence à plier tes articles sur eux-mêmes, les chemises créant la couche extérieure jusqu'à ce que tu obtiennes un joli paquet soigné comme un cadeau. Tu devrais pouvoir placer ton paquet bien droit dans ton sac. Tu veux gagner encore plus d'espace dans tes bagages? Au lieu de mettre tes sous-vêtements et tes chaussettes dans leur propre section, essaye de les placer dans les espaces et les interstices disponibles dans le reste de tes affaires. Si tu prévois d'emporter une casquette par exemple, l'intérieur de ton couvre-chef est un excellent espace pour ranger tes chaussettes. Cela s'applique aussi à d'autres petits articles, comme les chargeurs et les cravates. Mais n'oublie pas que tu peux aussi poser tes cravates et tes ceintures à plat sur les vêtements, dans ta valise, pour gagner de la place. Et si tu es vraiment limité par la taille du bagage, disons que tu n'as qu'un bagage à main pour un voyage de 2 semaines, voici une autre méthode. Procure-toi des sacs de compression pour ranger tes vêtements.
Ces sacs permettent de compacter plusieurs ensembles de vêtements dans la taille d'une petite pochette d'ordinateur portable. Plie les vêtements que tu as l'intention d'emporter et range-les dans le sac de compression. Tu devrais pouvoir y mettre 8 à 10 vêtements standards ou quelques vêtements encombrants. Une fois que tu as rempli le sac, ferme-le et expulse l'air par la valve de pression unidirectionnelle intégrée. Le moyen le plus simple de le faire est de le rouler. Tu sais comment faire maintenant, ou d'appuyer dessus avec tes genoux. Tu devrais pouvoir faire entrer 2 à 4 de ces sacs de compression dans un bagage à main standard, ce qui est particulièrement utile si tu veux économiser de l'argent en évitant les bagages enregistrés.